Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, on va parler de crise, ou plutôt de quel est le type ou le style ou les caractéristiques d'un leadership qui serait utile et pratique pendant les crises. Alors, c'est pas récent comme sujet, puisque les premiers modèles de leadership de crise, pour le dire comme ça, datent des années 90 et ont été développés par un professeur qui s'appelle Ronald Heifetz et plusieurs collègues de l'université de Harvard aux États-Unis. Et donc, eux, ils l'ont appelé le leadership adaptatif, d'où le titre de ce podcast. Alors, leadership de crise, leadership adaptatif, on verra pourquoi c'est important de l'appeler effectivement plutôt leadership adaptatif que leadership de crise. Alors, c'est un cadre qui est, normalement, l'idée c'est particulièrement important ou pertinent de développer ce style de leadership pour relever des défis de type environnement, dans des environnements de type volatile, incertain, complexe, ambigu, VUCA, vous vous souvenez de cet acronyme, dans des situations de crise. Donc dans toutes les situations difficiles finalement qui sont pas du business as usual, comme on pourrait dire, ce leadership adaptatif ou ce leadership de crise est intéressant. Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'à la base, Heifetz et ses collègues distinguent deux types de défis, deux types de problématiques qu'il faut absolument séparés, puisque les réponses ne sont pas du tout les mêmes. Ils séparent d'un côté les défis techniques, qui peuvent être résolus avec l'expertise existante, et de l'autre côté les défis, ce qu'ils appellent adaptatifs, évidemment, qui nécessitent des changements systémiques. Intéressant, parce que, on le verra tout à l'heure, ça nous rappelle... Petite note, dans cet épisode, vous allez retrouver plusieurs vieilles connaissances, qui renforcent encore cette idée que si vous faites certaines choses de base, si vous adoptez certaines manières de penser, certains outils, ça va vous donner des avantages concurrentiels dans beaucoup de domaines différents. Je referme la parenthèse. Donc, Heifetz et ses collègues disent il faut distinguer les défis techniques, qui peuvent être résolus grâce à l'expertise existante, des défis adaptatifs, qui nécessitent des changements beaucoup plus profonds. Et ils soutiennent que les modèles hiérarchiques habituels, traditionnels, échouent dans des contextes changeants, pour la simple et bonne raison que dans un contexte changeant, il faut pouvoir distribuer beaucoup plus facilement l'autorité, les solutions, les moyens du coup, et du coup l'apprentissage aussi. Donc, séparer le technique de l'adaptatif. 2, les modèles hiérarchiques traditionnels ne fonctionneront pas. En fait, ils auront tendance à bloquer, à gripper la mécanique habituelle et à bloquer complètement. Ce qui, en temps de crise, évidemment, est le contraire de ce qu'il faut faire. Puisque en temps de crise, il faut pouvoir, nous le verrons, réagir beaucoup plus vite. Alors, Heifetz et ses collègues ont développé un modèle opérationnel pour le changement adaptatif, et c'est un processus d'adaptation en 6 étapes. Alors, je suis pas sûr qu'elles soient exactement chronologiques, mais en tout cas 6 activités différentes. Alors, la première, c'est intéressant, c'est diagnostiquer le type de défi. Est-ce que c'est un défi technique? Est-ce que c'est un défi adaptatif? Et pourquoi? Eh bien simplement parce que les défis techniques qui peuvent être résolus grâce à ce qui existe, comme expertise, comme outil, comme technique, eh bien, on peut se contenter d'apporter finalement une réponse simple ou une planification préétablie. Et donc, vous devriez reconnaître là derrière le modèle de Cynefin, ça s'écrit Cynefin, vous vous souvenez, c'est Y-N-E-F-I-N, avec les 4 différents types de situations. Situation simple, situation compliquée, situation complexe, situation chaotique. Et vous vous souvenez que quand on est dans une situation simple ou compliquée, donc à droite du graphique, c'est cette espèce de dessin, à droite du graphique, dans les situations simples et les situations compliquées, on peut adopter soit des recettes pour les situations simples, soit une analyse et ensuite venir avec un plan projet, pour le dire simplement, pour la situation compliquée.
Et donc ça, j'ai l'impression que c'est ce que Heifetz appelle les défis techniques. Alors que de l'autre côté, tout ce qui est complexe et chaotique, eh bien ce n'est pas possible, il faut être beaucoup plus flexible, adaptatif. Donc, diagnostiquer les types de défis, c'est important au début pour savoir comment répondre. Il faut maintenir, deuxième étape du modèle opérationnel de Heifetz, il faut maintenir une attention disciplinée aux questions critiques. C'est qu'est-ce qui est vraiment critique dans notre environnement. Et pas vouloir répondre avec la même énergie à toutes les sollicitations, puisque, en particulier dans une dimension chaotique de la situation, il va en venir des dizaines par jour potentiellement des questions critiques. Or, une organisation ne peut pas apporter la même dimension, la même attention à toutes les questions et à toutes les problématiques. Donc, maintenir une attention disciplinée aux questions critiques. Troisième étape, présenter les conflits comme des opportunités de croissance. Ça veut dire avoir une espèce de positivité, pour reprendre les termes de l'épisode 278, qui était sur l'optimisme, entre guillemets. Eh bien, si je présente les conflits comme une opportunité de croissance, alors je me mets en situation mentale de résoudre les choses de manière constructive. Pourquoi c'est important ? Parce que sous pression, en particulier quand certaines ressources seront rares, eh bien, naturellement, les départements, par exemple, auront tendance à se tirer les plombs, à créer des conflits pour résoudre la situation de tension. Alors que si on arrive à leur faire prendre conscience que c'est une opportunité de croissance dans le sens, une opportunité de croissance pour le business, une opportunité de croissance pour les gens, eh bien, on arrive à les résoudre de manière différente. Quatrième étape, répartir les responsabilités en matière de leadership entre les différents acteurs de l'entreprise. Ce qu'on pourrait appeler du leadership partagé ou réparti. Et donc, plutôt que de resserrer la gouvernance de l'entreprise autour d'un petit nombre d'acteurs, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Il faut distribuer les responsabilités. Cinquième étape, protéger les voix discordantes pendant les transitions. Les transitions, c'est donc entre les différentes étapes du processus adaptatif, eh bien, il y aura des voix qui ne seront pas d'accord. Et ces voix-là, il faut les protéger. Pourquoi ? Parce qu'elles peuvent amener une grande valeur ajoutée, parce qu'elles auront peut-être vu des choses que nous n'avons pas vues. Souvenez-vous, on est en situation de changement, en situation de crise, et donc tous les feedbacks sont bons à prendre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bons qu'il faut nécessairement agir dessus, mais ils peuvent amener un élément qu'on n'aura pas vu, puisque la situation peut être complexe, voire chaotique. Et enfin, dernière étape du modèle, trouver un équilibre entre l'expérimentation et l'opérationnel. C'est souvent difficile, pour deux raisons. Un, parce que l'opérationnel, il faut sauver l'opérationnel en temps de crise, parce que c'est l'opérationnel qui nous fait gagner de l'argent. Mais de l'autre côté, si on n'arrive pas à tester de nouvelles manières de faire, on va se trouver embourbé dans des modèles qui ne fonctionnent plus. Donc c'est pas facile, ce modèle opérationnel n'est pas des plus simples, donc je vous le résume. Diagnostiquer les types de défis, attention, focalisation sur les questions critiques, voir les conflits comme une opportunité de croissance, répartition des responsabilités, protéger les voix discordantes, et équilibre expérimentation et opérationnel. Alors vu que ça date des années 90 et 2000, évidemment, depuis, d'autres études ont identifié ce qu'ils appellent des orientations cognitives critiques. Alors, des traits de fonctionnement pour un leadership adaptatif. Donc ça, typiquement, ce serait ce qu'il faudrait développer comme perspective ou comme capacité chez les leaders en temps de crise ou pour un leadership adaptatif. Alors il y en a 7. La première, c'est une connaissance très large de l'environnement et pas très approfondie. Donc ça veut dire, par exemple, vous êtes directeur d'entreprise, vous devez connaître l'environnement dans lequel fonctionne votre entreprise de manière très large. L'environnement concurrentiel, l'environnement politique, l'environnement géopolitique, l'environnement technologique. Vous pouvez même peut-être partir sur le PESTEL. Vous vous souvenez, c'est peut-être qu'on n'a jamais vu, mais c'est un acronyme PESTEL qui vous permet d'étudier les différentes caractéristiques d'un environnement. Alors par exemple, environnement politique, environnement écologique, environnement social, technologique, etc. Donc, connaissance de l'environnement très large. Ensuite, il faut avoir ce qu'on appelle une vue depuis le balcon, the balcony view, on dit en anglais, des interdépendances entre les différentes composantes de votre entreprise. Qu'est-ce qui interagit avec quoi ? Qu'est-ce qui influe sur quoi ?
Typiquement, ça peut être un modèle de technologie opérationnelle, par exemple. C'est ce qu'on appelle avoir une perspective systémique de l'entreprise. C'est savoir comment fonctionnent les morceaux de l'entreprise les uns avec les autres. Troisième chose, troisième caractéristique, tolérer les échecs intelligents. Intéressant. Les échecs intelligents par opposition aux échecs stupides, dans le sens où il y a des échecs qu'on aura fait pour de bonnes raisons. Parce qu'on a réfléchi, mais pas suffisamment vite ou pas suffisamment bien. Et donc, tolérer ces échecs-là, puisque vous savez que l'échec est une source d'apprentissage. Orientation fondée sur des principes essentiels. Il faut définir quelques principes de base sur lesquels on va orienter notre action. On va pas appeler ça des valeurs, on va appeler ça des principes. Tolérance à la perte. Il va falloir savoir dire non, ok, ce projet nous a coûté 150 000 balles, eh bien, on l'arrête. Là, on se bat contre un biais cognitif qui est relativement connu, qui est le sunken cost fallacy, qui est un biais qui indique que les gens ont tendance à continuer à investir dans quelque chose qui ne marche pas parce que ils ont investi par le passé, ce qui évidemment n'est pas une bonne idée. Séparer le rôle de l'expertise, il y a une différence entre rôle et expertise. L'expertise, c'est quelque chose que toutes les personnes peuvent avoir. Le rôle, eh bien, c'est le rôle que leur donne l'entreprise. Et si vous savez distinguer le rôle de l'expertise, ça veut dire que vous saurez aller chercher l'expertise là où elle est, et pas simplement dans les experts, souvent autoproclamés d'ailleurs, ou chez le manager. Et enfin, équilibrer le court et le long terme, sans aucune surprise, c'est important dans ce genre de crise, puisque, encore une fois, dans la crise, on aura tendance à privilégier le court terme et à complètement oublier le long terme. Mais ça, c'est avant la Covid. Je vous ai dit, Heifetz et compagnie, années 90, début des années 2000. Donc c'est avant 2008, c'est avant l'abandon du taux plancher par la BNS, et c'est avant la Covid. Et donc on a eu maintenant une énorme base de connaissances finalement des crises puisqu'elles se succèdent. Et puis je mentionne même pas évidemment la guerre en Ukraine et tous les problèmes logistiques que ça peut amener. Et donc beaucoup d'études ont été faites depuis et des chercheurs ont fait une méta-analyse sur le leadership adaptatif. Donc ils ont analysé des études scientifiques à propos du leadership adaptatif pour essayer de le caractériser mieux, aider les gens, les praticiens comme nous, à en tirer des conséquences intéressantes. Alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'ils ont mesuré, ce qu'ils ont survécu comme conclusion, c'est que le leadership adaptatif n'est pas simplement une attitude à adopter lors d'une crise, mais c'est aussi une attitude à adopter pour préparer les organisations aux crises. C'est intéressant. On retrouve cette idée que, finalement, quand on se prépare à quelque chose, on se prépare aussi à gérer cette chose. Donc on va pas l'éviter, mais on va développer des capacités pour le gérer. Alors évidemment, le leadership adaptatif n'est pas le seul style de leadership, mais il est intéressant, on pense en particulier au leadership transformationnel. Et donc, les caractéristiques globales suivantes, qui sont donc fondées scientifiquement, sont preuve d'un leadership adaptatif efficace. 1. Flexibilité, adaptabilité. Traits de caractère absolument fondamentaux, flexibilité, adaptabilité. 2. L'empathie. Absolument nécessaire. Pourquoi ? Parce que dans ces moments-là, il faut que les dirigeants écoutent et comprennent les besoins de l'équipe. 3. Communication transparente. Super utile en période d'incertitude parce que ça va instaurer et renforcer la confiance, et en particulier la confiance organisationnelle. Donc, dites la vérité aux gens en situation de crise. Ça sert à rien de cacher l'excrément au félin, pour le dire d'une manière un peu plus... voilà. 4e chose, alors ce qu'ils appellent la résilience, qu'entre nous maintenant, depuis l'épisode précédent, on appelle la solidité, permet aux dirigeants de faire face à l'adversité. On va avoir des dirigeants qui sont solides, comme on l'a défini dans l'épisode précédent. Vision à long terme, important pour maintenir une orientation stratégique en temps de crise. Et puis, approche collaborative fondamentale pour créer des environnements inclusifs dans lesquels chacun se sent accepté, mais surtout chacun peut contribuer. Puisqu'on ne sait pas quelles sont les compétences qui se cachent chez les personnes qu'on ne voit jamais. Flexibilité, adaptabilité, empathie, communication transparente, solidité, résilience, vision à long terme, approche collaborative. Ça fait 250 épisodes de leadership. Je ne vais pas dire qu'ils traitent à peu près que de ça, mais vous devez en avoir marre d'entendre parler de ces trucs-là. Eh bien, vous voyez que c'est pas juste des bonnes choses à faire parce que, je sais pas, parce que c'est bien, ou parce que ça paraît sympathique, ou parce que je vous le dis. C'est parce que
il y a des conséquences très pratiques sur la manière dont votre organisation va réussir à gérer les crises. 2 compétences spécifiques en matière de leadership, compétences en matière de communication, compétences de prise de décision. Et vous voyez qu'on revient avec cette idée de prise de décision, parce que en temps de crise, en temps chaotique, on aurait tendance à s'immobiliser comme quand vous prenez un animal sauvage dans la lumière de vos phares. Et ça, c'est le pire. C'est la pire des choses qui peut arriver. Et donc, quelques détails sur ces 2 types de compétences. Communication et prise de décision. Communication. Alors, message clair et transparent, on l'a vu. Capacité à communiquer simplement des informations complexes. Et je vous recommande l'utilisation de métaphores et d'images. Bien choisies, attention, mais les gens vont beaucoup mieux comprendre, surtout dans une situation difficile ou complexe, ce que vous voulez dire. 3, écoute active, on l'a vu. 4, communication empathique qui reconnaît les émotions. C'est super important de valider les émotions de vos collègues, et en particulier les émotions des N-1, des chefs de département. Message cohérent sur plusieurs canaux. Vous ne pouvez pas en privé dire A, écrire B dans un mail, et dire C dans un town hall que vous aurez 2 semaines plus tard. Les messages doivent être cohérents, donc vous devez faire un plan de communication. Et donc, vous devez être capable d'adapter la communication à des publics divers. Vous n'allez pas parler exactement de la même manière, même si le message doit être cohérent. Et enfin, création d'une sécurité psychologique pour un dialogue ouvert. Les gens ne vous diront pas comment ils se sentent, s'ils ne se sentent pas habilités à le faire. Sécurité psychologique. Encore une de ces choses dont on parle depuis très longtemps. Vous voyez qu'il y a aussi un impact positif en situation de crise. Pour ce qui est de la prise de décision, prendre des décisions avec des informations incomplètes. En temps de crise, en temps chaotique, on ne peut pas avoir toutes les informations. C'est une illusion. Et donc, il faut prendre des décisions, même si on n'a pas toutes les infos. Trouver l'équilibre entre les besoins à court terme et la vision à long terme, ça va pas être facile, il va falloir discuter avec les gens. Notez que c'est besoins à court terme et vision à long terme. Prendre en compte de multiples perspectives avant de prendre des décisions. Informez-vous, discutez, allez dans les ateliers, allez dans les bureaux, discutez avec les gens. Pour autant que vous ayez une bonne sécurité psychologique, sinon ils vous diront que tout va bien. Volonté d'ajuster les décisions en fonction de nouvelles informations. Donc, ce que ça veut dire, c'est que prenez une décision, mais soyez prêt à la revisiter. Parce que, avec les nouvelles informations qui vont venir, grâce à votre décision, les gens vont s'adapter, les choses vont bouger, et donc vous allez avoir un retour. Garder son calme dans des situations à fort enjeu, fondamental. On sait que c'est une marque de leadership, le calme en situation difficile. Et puis impliquer un maximum de parties prenantes appropriées dans les décisions. Pas tout le monde, mais les parties prenantes importantes. Ça, c'est ce qu'on peut demander, en gros, au leader de l'organisation. Qu'est-ce qu'on peut demander à l'organisation elle-même, finalement? Comment est-ce qu'elle doit fonctionner? Culture de soutien et d'innovation sont cruciales. Vous vous souvenez, la culture de soutien, c'est un des types de culture d'organisation qu'on avait vu dans ce podcast. Et donc, on peut évidemment voir, puisqu'on a beaucoup parlé d'empathie et d'écoute dans les caractéristiques compétences spécifiques, eh bien, évidemment, les cultures de soutien sont cruciales pour favoriser un leadership adaptatif. Des structures flexibles permettent une prise de décision plus rapide en cas de crise. Ça veut dire que vous êtes capable de bouger les gens, de refondre une organisation, de remettre des gens dans une autre partie de l'organisation, par exemple pour des task force. Et ça, il faut que vous ayez l'habitude de le faire. Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous ne saurez pas le faire en temps de crise. Résistance au changement, évidemment compliqué pour un leadership adaptatif. Et puis, très important, l'apprentissage continu. Encore une de ces choses qu'on fait parce qu'on pense que c'est une bonne chose, mais qui nous aide dans des situations compliquées. Apprentissage continu. Alors, comment est-ce qu'on développe le leadership adaptatif ? Qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice, finalement, comme pratique pour développer ça ? 7 points. 1. Formation basée sur des scénarios pour s'entraîner à réagir en cas de crise. C'est fait dans les services d'urgence, c'est fait les ambulanciers, c'est fait à l'armée, c'est fait à la police. Il n'y a pas de raison que pour certains types de crises, on puisse le faire. Vous voyez, par exemple, imaginez que vous fabriquez des petits moteurs pour l'industrie automobile. Je pense à un de mes clients. Et puis que la Chine bloque l'utilisation de terres rares dans les composants mécaniques et électroniques. Et dans les aimants, il y a des terres rares. Et donc plus d'aimants. Et donc plus d'aimants, plus de moteurs. Eh bien, on s'est entraîné à la scénarisation de qu'est-ce qu'on fait si cela arrive. Et donc on est capable de réagir mieux que le concurrent. Deuxième chose, pratique réflexive pour tirer des leçons des décisions prises dans le passé.
Pratique réflexive pour tirer des leçons. Ah, des briefings. Encore un autre truc qu'on fait parce que c'est bien et on voit que ça a encore un impact important dans la gestion des crises. Les techniques de débriefing, fondamentales. Relation de mentorat avec des dirigeants expérimentés. Si vous développez des programmes de mentoring en interne, eh bien vous aurez des gens qui ont plus d'épaisseur que ce que leur expérience propre pourrait leur apporter parce qu'ils ont acquis cette épaisseur avec des gens avec qui ils ont une relation particulière. Mentoring. Exposition interfonctionnelle pour développer une plus large vision des différents rôles. En français, Vie ma vie. Faites partager aux employés de votre entreprise, pour de petits moments, l'expérience d'autres fonctions que la leur. Formation aux compétences émotionnelles, pour améliorer la conscience de soi, et en particulier de ses propres réactions. Puisque, le point suivant, technique de gestion du stress, pour maintenir la fonction cognitive. On a besoin de beaucoup réfléchir, on a besoin de beaucoup prendre de décisions. Si l'entreprise, si l'organisation et les gens qui y travaillent sont stressés, la fonction cognitive est moins efficace et moins opérationnelle. Et enfin, simulation en équipe pour pratiquer la résolution collaborative de problèmes, par exemple avec du Coapta Collective Learning. Donc, formation basée sur des scénarios, pratique réflexive, des briefings, mentoring, vie ma vie, formation compétences émotionnelles, technique de gestion du stress, résolution collaborative de problèmes. On peut vous accompagner sur une bonne partie de la mise en place de ces compétences pour vous aider, vous et votre organisation, à développer un leadership adaptatif qui n'est donc pas seulement utile en tant que mécanisme de réponse à une crise, mais en fait aussi comme une approche proactive qui prépare les organisations à prospérer dans un contexte très perturbé, comme finalement le contexte dans lequel nous travaillons aujourd'hui. Voilà, épisode un peu plus long que d'habitude, je suis désolé. J'espère que vous m'en voudrez pas et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.